Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. C'est trop précieux ce que j'ai gagné en étant sobre. Cette lucidité sur des situations, justement... mais on parlait de peur tout à l'heure. Finalement, c'est pas si mal d'avoir un peu peur, parfois. Notre invité n'a que 34 ans, mais a passé exactement la moitié de sa vie à boire. 17 ans donc, à augmenter insidieusement les doses et les mensonges. 17 ans à boire parce que c'était normal dans sa famille de boire. Parce qu'elle aimait danser et que bordel à jeun c'est chiant, comme tout le reste d'ailleurs. Parce qu'elle voulait picoler comme un bonhomme. Parce qu'elle avait cours d'œnologie à 9h30 du mat et qu'il était interdit de recracher. Parce qu'elle a longtemps été dans le déni de son homosexualité. Parce que ça la faisait exister aux yeux des autres. Parce qu'il fallait affronter le rythme effréné et la précarité du métier de journaliste en CDD. Parce qu'à 10h, c'est déjà l'heure de l'apéro quand on sort de matinale. Parce qu'en quittant tout pour ouvrir son restaurant, la pression financière et la charge mentale étaient trop grandes. Parce que c'est cool une patronne qui picole avec ses clients. Parce que son associé s'est tiré, mais pas avec la tireuse à bière. Parce que les symptômes de manque étaient moins supportables que les gueules de bois, elle a bu. Parce qu'elle ne pouvait pas ne pas le faire. Elle a bu aussi et surtout parce qu'elle avait honte de boire. Charlotte Perronnet, fille de bonne famille, diplômée d'école d'ingénieur agricole et de Sciences Po, ex-journaliste, ex-restauratrice et gérante d'une boulangerie solidaire, a bu pour tout le temps, tout simplement pour affronter la vie, pour assurer en toutes circonstances, parce que Charlie, elle va toujours bien. Toutes les raisons sont bonnes pour boire quand on est malade alcoolique. Charlotte a-t-elle fait des choix qui l'ont amenée à boire ou a-t-elle choisi des vies qui lui permettaient de boire librement? Et toi, pourquoi tu bois? Est le titre de son ouvrage percutant comme cette dernière cuite, cette dernière chute, comme ces adieux en grande pompe qu'elle a fait à la bouteille le 24 mars 2021. Mais la question qui se pose dans une société où boire est un acte social serait peut-être plus « et toi, pourquoi tu bois pas ?» Alors merci Charlotte de venir nous aider à répondre à ces deux questions viscéralement indissociables. Bonjour. Bonjour, waouh, quelle présentation. Bon, écoute, tu m'as donné de quoi faire. Ah, ça me touche beaucoup, c'est ouf. Et merci pour l'invitation. Je suis ravie de te recevoir. Merci pour ce livre aussi que j'ai lu en vacances. Et je peux te dire maintenant que ça a mis un petit bémol à mes vacances. C'est-à-dire que j'étais là à me dire... c'est trop de souffrance, c'est trop d'alcool, c'est trop de quantité. Je n'ai pas la même façon de boire, donc on est en tant qu'alcoolique, malade, dépendant, on est toujours en train de se comparer. C'est mauvais de le faire. On est plein d'alcooliques différents et on a tous des façons de boire. Après, c'est vrai que moi, je buvais beaucoup sur la fin, mais j'ai pas toujours bu beaucoup. J'ai commencé avec un verre, finalement, même un petit fond de verre. Il y avait quasiment rien, quoi. Mais c'est vrai que oui, j'ai conscience que mon livre peut peut-être surprendre par les quantités ingérées, mais le corps s'habitue à des dingueries, hein. Franchement, le corps s'habitue à... à la fin, je tournais jusqu'à 12 litres de bière par jour. Donc oui, en effet, c'est énorme. Énorme. Et le corps s'habitue à ça. Et ce qui est fou, c'est que finalement, je ressemblais à quelque chose près à la personne que je suis aujourd'hui. Enfin, les 12 litres, on les voyait pas énormément, finalement. On les voyait, si, on les voyait un peu. Mais c'est ça qui me surprend le plus, mais j'encaissais, quoi. J'encaissais. Enfin, en fait, il y a eu tellement d'années de construction de ma consommation, de mes 13 ans à mes 30 ans, quand j'ai arrêté de boire, que finalement... d'un fond de verre, on passe à un verre, puis 2, puis 3, puis 4, puis bon, évidemment, il se passe du temps, mais entre ce fond de verre et ces 12 litres, mais on va y revenir, mais le corps s'habitue à des folies, quoi. Enfin, mais aujourd'hui, même, enfin, sobre, aujourd'hui, quand je repense à cette consommation, je me dis, mais même physiquement, comment c'est possible, en fait? J'ai du mal à imaginer. Est-ce que tu aurais une définition de l'addiction qui te viendrait comme ça, premier abord? Pour savoir, en tout cas, si soi-même on a un petit souci, en tout cas dans le cas de l'alcool, c'est de se mettre dans une situation où, en temps normal, on aurait commandé de l'alcool, on aurait consommé. Donc, par exemple, un repas de famille, une soirée entre potes, n'importe quel endroit, ou une soirée en boîte, n'importe quel endroit où, en temps normal, on aurait consommé. Si on consomme pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, si ça dérange, c'est ça l'addiction. Ce petit truc ce petit moulin qui tourne là, le fait d'y penser. Le fait d'y penser, de se dire, ah là,
Là, ça me manque un peu. Là, peut-être que je penserais moins à mon corps en dansant. Peut-être que je penserais moins à ce que je raconte. Je serais plus léger. Moi, en fait, c'est plutôt ça que je constate. Je trouve que l'addiction, c'est de se mettre dans cette situation-là. Mais c'est les prémices de l'addiction. En tout cas, tout de suite, on voit si, en effet, on a un problème avec un produit, si on se met dans ces situations-là. Mais plus tard, dans ton livre, on se rend bien compte que l'addiction se transforme en symptômes terribles. Mais l'addiction, après, en tout cas, moi, plus tard, c'était les poings serrés au réveil, quoi. En fait, c'est ça. C'est les poings serrés au réveil. Quand à la fin, je tournais vraiment à des litres et des litres de bière par jour, c'était la nausée au réveil, et pas la gueule de bois, en fait, mais le manque. Oui, c'est ça, jamais de gueule de bois. Non, jamais de gueule de bois, mais ça, c'est terrible. Parce que finalement, peut-être que je me serais dit, ras-le-bol de la gueule de bois, c'est pénible. Non, pas de gueule de... En fait, j'ai grandi en étant très sportive, et donc il y avait ce truc du lendemain, il fallait assurer toujours. Il fallait être prêt pour les compétitions sportives, les trucs. Et donc en fait, la gueule de bois a pas eu sa place, mais vraiment jamais eu sa place. D'ailleurs, ta première cuite, le lendemain, tu es sur ton poney. Ouais, je suis sur mon poney le lendemain en pantalon blanc et je présente hyper bien, et j'ai 16 ans et la veille j'ai vomi ma vodka aromatisée à la mûre et c'est terrible, c'est ma première gueule de bois, et en fait le lendemain elle a disparu, mais parce qu'en fait elle a absolument pas sa place. Et ça a commencé comme ça, donc déjà dès le début tu sais que tu ne vas pas t'autoriser en tout cas à vivre tes gueules de bois, ou tu sais qu'il faut assurer, parce que déjà ta mère aussi, elle a bien ancré ça dans ta tête, qu'elle aime pas les gens qui boivent parce qu'ils passent leur temps à dormir et que c'est des gens mous, quoi. Enfin, tu veux pas être ça. On a une aversion pour les gens mous dans la famille. On a une aversion. Et moi j'ai grandi avec une maman qui boit pas, ou quasiment pas, on va dire. Elle boit des petits fonds de vin liquoreux parce que ça peut être sympa avec le foie gras, quoi. Mais non, elle boit pas. Et c'est vrai que moi j'ai grandi avec une maman qui disait mais en fait, j'aime pas les gens qui boivent, et parce qu'après le repas, ils font la sieste, quoi, en gros. Ouais. Sauf qu'elle est pleine d'énergie, et que bah merde, moi aussi j'ai envie de me balader et faire plein de trucs. Mais sauf que bah voilà, forcément, quand on boit, on cuve un peu, quoi. Je comprends, c'est comme ça que j'ai commencé la cocaïne. Je déteste les gens qui mouent et les gens qui dorment. Ah, t'as commencé parce moi, que non, c'est parce que j'aime pas être bourrée, j'aime pas être fatiguée. Moi, ce que je cherche, c'est l'énergie, l'enthousiasme, la folie. Vraiment un décuplement de mes forces et de mon enthousiasme, en fait, je pense aussi. Mais moi, l'alcool a servi à ça. Ouais. Mais quasiment jusqu'au bout, même. Moi, je me sentais assez... c'est comme si je me fabriquais un petit bouclier, et j'étais très invincible alcoolisée. Il y avait ce truc de, peu importe les merdes qui m'arrivent, peu importe la gêne que je peux ressentir, la colère, la frustration, tout, quoi, finalement. Peu importe tout ça, je me sens hyper forte avec l'alcool. Mais ce qui, en fait, est une énorme connerie. Mais... peut-être pas. Peut-être, en tout cas, on dit souvent que c'est une solution avant de devenir le problème. Peut-être que ça t'a permis... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui t'avait permis de survivre et d'affronter la vie jusqu'ici. Peut-être que tu n'avais pas la force jusque-là et que tu l'as eu il y a 4 ans, quoi. C'est merveilleux. Ah l'alcool avant d'être un problème, a tellement été la solution à plein de choses. Mais évidemment. Donc c'est peut-être pas une illusion que ça te donnait cette force-là ou ce bouclier. Mais d'ailleurs, on va repartir de ton enfance. Donc c'est quand même un milieu familial particulier. C'est rural. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très porté sur la bouffe, sur le vin, sur le côté bon vivant. Vous êtes là-dedans. Toi, tu constates que c'est les mecs qui sont toujours en train de goûter les vins et tout ça, ça te saoule. Ça part de là quand même. On aime les très bonnes choses dans la famille. Ouais. Il y a ce truc de... mon premier verre, il m'est servi pour ma culture générale, parce que c'est un truc qui... je sens bien qu'en faisant ça, en me servant ce fond de verre à 13 ans, on me transmet un petit bout de patrimoine, et que c'est hyper important, quoi. Alors, on me le dit pas spécialement, d'ailleurs, pourquoi c'est important et pourquoi ça va être si bon, et voilà, mais ça, on le dit pas. Mais n'empêche que je sens quand même que c'est un truc vraiment... Ouais, je touche du doigt un truc d'adulte, et un truc dont on est très fier dans la famille. Et pour autant, je pense que ma famille... Vraiment, j'ai très à cœur de pas leur... mettre la faute. Ouais, pas du tout. Je veux vraiment pas leur mettre la faute, parce que je pense que si c'était à refaire, on ferait probablement pareil, avec un petit mot, peut-être en disant attention quand même... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, voilà, si on l'avait dit comme ça, moi j'aurais picolé encore plus. Mais, bien sûr. Évidemment. Mais non, mais après, je pense qu'il y a peut-être une différence entre faire goûter un verre de vin à 13 ans ou à 16. Il paraît que ça a un impact, hein. Plus on boit tôt, et plus ça peut avoir un impact. Ça, il faut vraiment que les gens le sachent. Plus le goût de l'alcool est donné tôt
Dans l'enfance, plus il y a de risques d'alcoolisme. On s'habitue, ouais. Et puis je pense que, c'est pas tout de le faire goûter, c'est peut-être bien aussi de dire pourquoi est-ce que même c'est si important pour nous de le faire goûter. Oui. Parce qu'en effet, il y a une vraie valeur, en tout cas, chez moi, il y a une vraie valeur de patrimoine, de choses dont on est fier. Dont on est fier, mais parce que ma famille a des racines rurales. Alors, on n'a pas de viticulteur dans la famille, mais on pourrait en avoir, finalement, ce serait pas si surprenant, quoi. Et il y a ce truc, et puis, ouais, vraiment, c'est l'amour des très bonnes choses, et moi, je rentre au collège, lycée, et derrière, qu'est-ce que je choisis comme étude ? Je choisis une école d'ingénieur en agriculture. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier exactement ? Je savais que je voulais être journaliste dès le début, mais je voulais être journaliste sur les sujets agricoles. Et en fait, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille, du coup, avec ses racines rurales. Et j'ai grandi dans une famille qui n'arrêtait pas de dire, mais on raconte n'importe quoi sur les agriculteurs, on raconte vraiment des grosses conneries. Et donc quitte à raconter leur histoire, on va essayer de le faire bien. Et donc, du coup, j'ai choisi une école d'ingénieur. Bon, c'était pas le parcours le plus rapide, hein. Clairement. Ouais, c'est fou. Clairement, c'était pas le parcours le plus rapide, mais c'était génial. Enfin, en plus, j'ai choisi une école où j'ai passé quasiment 3 ans vraiment en ferme, à bosser dans les fermes. Parce que là aussi, tu fais la fête et puis le lendemain, tu peux être en train de traire des vaches. Puis c'est surtout qu'on se réveille à 4h, 5h pour traire les vaches et puis à 10h, c'est whisky ou Ricard. Ouais, c'est ça, on te demande à 10h après la traite des vaches, on lui dit alors whisky ou Ricard ? Mais parce que c'est aussi... en plus, c'est l'été, c'est la période un peu festive dans les fermes. Mais c'est un milieu quand même où on a l'impression que l'alcool n'est pas une drogue, ne peut pas être un problème. Ah non, ceci dit, whisky ou Ricard, ça correspond pas non plus trop aux produits qu'on aime peut-être vraiment dans le milieu agricole. On serait plutôt peut-être vin et bière parce que c'est un côté plus français. Ouais, bien sûr. Plus français. Enfin, en tout cas, moi, dans le milieu agricole, on n'a jamais questionné la consommation d'alcool, pas du tout. Enfin, non, encore une fois, c'était une manière de faire honneur. J'ai beaucoup bu pour faire honneur. Et les filles aussi ? C'était une manière de trouver sa place. Enfin, on va dire qu'il y a des racines rurales, mais n'empêche que j'ai grandi en banlieue parisienne. Pas très loin de Paris, ouais. Et moi, j'arrive en école d'ingénieur en agriculture et en fait, j'ai l'impression d'être une Parisienne. Et j'ai l'impression qu'on me voit comme une Parisienne, qui plus est une femme, donc une femme de la ville. Et je me dis, il faut que je me fasse une place. Et en fait, l'alcool m'apparaît comme une solution pour se faire une place. Ouais, en fait, je vais boire comme toi. Je vais boire comme toi, qui est un mec dont les parents sont agriculteurs et qui vient de la ferme. En fait, je vais te montrer que moi aussi, j'en suis... Et puis même, en plus, moi, c'est un milieu qui m'attire, vraiment. Enfin, je suis fière d'en faire partie. Mais pour en faire partie, je sais que boire peut m'aider, en tout cas. Après 3-4 verres, franchement, le fils d'agriculteur va parler avec la personne qui sort de Sciences Po Paris et qui a fait des études de philo ou je ne sais quoi. Enfin, ça met quand même un peu tout le monde à niveau, c'est quoi. Vrai. Et moi, je m'en suis quand même beaucoup servi pour me mettre à niveau. Mais que ce soit dans tous les milieux dans lesquels j'ai évolué, en fait. Il y a eu beaucoup de milieux, justement. C'est ça qui est assez fou. Et que dans chaque milieu, alors c'est pour ça que je disais dans l'introduction, est-ce que c'est les milieux qui t'ont amené à boire ou est-ce que tu as choisi quand même des endroits où les écoles, où il y a des bizutages, où il y a énormément d'alcool, l'agriculture, et puis après Sciences Po, c'est plus sérieux, les gens bossent de ouf. Et toi, tu instaures carrément des jours de teuf. Tu commences à débaucher un petit peu certaines personnes parce qu'ils sont plus sérieux que toi, quand même. Moi, je viens de passer 5 ans en école d'ingénieur en agriculture. On faisait la fête tous les soirs. Et là, j'arrive à Sciences Po et les gens rentrent. Et les gens rentrent chacun chez soi le soir. Mais parce que aussi c'est parisien et que forcément on n'a pas tous des apparts dans Paris et donc en fait les gens rentrent aussi chez leurs parents. Exactement. Quoi. Alors que toi t'as l'appartement de ta grand-mère ou je ne sais quoi. Moi j'ai un très très bon plan familial et donc je suis logée dans Paris et en fait je comprends pas pourquoi on continue pas à faire la fête quoi. En plus c'est ce que j'ai quand même connu et je pense que mine de rien de ses 18 ans à ses 23 ans on se construit quand même pas mal. J'arrive à Sciences Po, je me dis wow, ils sont rangés quoi. Ils sont rangés. Et, après franchement, je mets pas trop de temps à convaincre mes potes. Hein. Enfin quand même globalement tout le monde est très content de faire la fête. Je me suis bien reconnue là-dedans parce que dans des moments où je voyais que les gens faisaient pas la fête, par exemple en tournée, je me disais mais comment je vais pouvoir leur montrer qui je suis? Comment je vais faire pour leur montrer que je suis une meuf géniale et rock'n'roll et s'ils viennent pas au teuf? Donc je faisais tout, j'étais là à commander des bouteilles dans mes chambres d'hôtel après, j'invitais tout le monde. Il fallait que tout le monde soit là et que tout le monde sache qu'à la fin, je finissais en soutif debout en m'accrochant au lustre. Il fallait que ça se passe, quoi. Et parce que c'est une manière qu'on sache qui t'es, quoi. Exactement. Il fallait qu'on sache que j'existe, qu'on sache qui je suis. Je préférais qu'on me déteste plutôt qu'on me connaisse pas, ouais. C'est exactement ça. Non, je me suis reconnue. Évidemment, heureusement, il y a des fonds. Hein. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que je l'ai jamais... Ça fait plaisir de l'entendre comme ça.
qu'on sache qui je suis. Parce qu'en fait, ça a beaucoup été ça, ma consommation, enfin, même plus tard, quand j'avais mon resto, on venait pour la patronne aussi. Et parce qu'il y avait ce truc de la patronne est cool, elle trinque avec nous, elle offre des coups en fin de soirée, puis il y a de la bonne musique, et puis le côté, ouais, vraiment très très bonne ambiance, quoi. Et sauf que moi, par exemple, j'ai jamais envisagé d'arrêter de boire parce qu'en fait, je me disais, on va plus savoir qui je suis. Exactement. C'est une manière de montrer, en tout cas. Moi, je donnais ce personnage à voir, quoi. C'est-à-dire que si t'arrêtes de boire, il n'y a plus l'étiquette de, t'es qui, en fait, Charlie, la bonne vivante. Enfin, c'est vraiment une trouille absolue, ça. Le moment où t'arrêtes et que tu te dis, mais ça veut dire quoi, on me verra plus jamais bourré, je ferai jamais plus ce que je faisais. C'est ça, c'est un moment assez incroyable. Mais bon, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on arrête de boire au moment où la fuite devient plus douloureuse que la réalité. Et en fait, finalement, il y a un moment où de toute façon, t'as plus le choix et tu préfères quand même qu'on connaisse plus cette... Tant pis pour elle, quoi. En tout cas, moi, là, j'allais quand même droit dans le mur. Enfin, d'ailleurs, j'ai arrêté de boire, mais la prochaine chute, c'était quoi? Enfin, il y en avait tellement... Parce que tu tombes beaucoup aussi, ça je connais, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais toi tu t'es ouvert pas mal de trucs. Ah, mais je me suis fracassé, mais dans tous les sens. Enfin, j'ai atterri un nombre de fois. À l'hôpital. Mais déjà, tu fais un premier coma éthylique très tôt. Je fais un premier coma éthylique, j'ai 18 ans. Ouais. C'est en soirée d'école de commerce? C'est en soirée d'école d'ingénieur, mais qui n'est pas mon école. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, mais en fait, et c'est pas mon école parce qu'en fait, justement, parce que moi j'ai à cœur de m'intégrer, j'ai à cœur de vraiment d'en faire partie, quoi. D'en être. D'en être, c'est le faux mot, tu en parles. Mais d'en être, mais tellement. Rien raté. Mais, ouais, jamais rien raté. Or, ce premier coma, finalement, c'est une soirée où les gens qui m'entourent sont pas des gens que je connais. Et ce jour-là, je lâche les fauves, mais parce qu'en fait, je connais personne. Je me dis pas qu'on va me regarder. Parce que moi, j'ai quand même très peur qu'on me regarde. Tu veux qu'on te voie, mais tu veux pas qu'on te regarde. C'est pas la même chose. Exactement. On sache que t'existes, mais en fait, t'aimes pas être scruté, quoi. Ouais, puis en fait, en me regardant, j'ai peur qu'on voit ce qui dépasse. Déjà, j'ai peur qu'on voit mon corps, j'ai peur qu'on voit tous mes complexes, toutes ces choses qui ont fait aussi que j'ai beaucoup bu. J'ai peur qu'on voit aussi que parfois je bois pour ça, justement. Mais quel complexe, en fait? Parce que tu parles beaucoup de complexes, mais en même temps, on a l'impression que tu manges pas. Ça, c'est le fameux régime liquide, ouais, que j'appelle dans le livre. Oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup bu pour accepter mon corps. Mes kilos en trop. Ouais, je suis complexée par mes rondeurs, quoi. Vraiment. Depuis quand? Je saurais même pas dire. Tellement c'est ancré, quoi. Tellement c'est un truc installé. Parce qu'on t'a dit ça? On t'a dit que t'avais des kilos en trop petite, ou parce que tu le savais ou... Mais en plus, j'ai pas de souvenir qu'on me l'ait dit beaucoup. C'est pas un truc... Beaucoup. On te l'a dit quand même, alors. Ah ouais, on me l'a dit, mais c'est sûr qu'on me l'a dit. Ça suffit une fois, hein? Ah, il suffit d'une fois. Et puis il suffit d'une fois, et puis en plus... Et qui, surtout? En plus, je fais du sport à haute dose, et je sais que pour monter à cheval, il y a quand même un poids type, il y a un corps type, il y a... Mais sauf qu'en fait, c'est mon corps, quoi. C'est mon corps de femme, donc à un moment, il faut juste l'accepter, et c'est comme ça. Mais j'ai tellement bu pour ça. Mais en fait, parce que du coup, pour moi, c'était intégré que si je suis pas dans les canons de beauté, mais qui heureusement évolue un peu... Mais oui, si je suis pas dans les canons de beauté, je suis peut-être un peu moins désirable. Faut que tu sois dans les canons de la drôlerie, dans les canons de la sympathie, tous les autres canons, en fait. Mais il faut que je rentre dans le moule. Au maximum, en tout cas. Et sauf qu'en fait, il y a ce truc de rentrer dans le moule et en même temps, justement, Et en même temps, j'emmerde le moule. Oui. Non, mais on est d'accord. Mais en même temps, j'emmerde le moule. Bien. On est dans la belle contradiction. Parfait. Sauf qu'en fait, je l'emmerde aussi quand je bois. C'est une manière de m'affranchir de ces trucs-là, en fait. Et en fait, je me rends compte que quand je bois, je pense moins à mon corps. Et ça, c'est quand même très agréable, en fait. Ah oui. De sentir... juste de pas y penser, en fait, à un truc qui juste nous transporte, et c'est comme ça, quoi. Et j'aime bien ce truc de pas penser à ça. Et j'aime bien ce truc aussi de me sentir un peu désirable. Et sauf qu'en fait, j'ai du mal à me sentir désirable quand j'ai pas consommé. Ouais, c'est ça, parce que tu t'en parles beaucoup de cet outil de séduction. Alors, en fait, l'alcool, pour toi, c'est un outil de tout. Hein. Il y a un outil de management, à un moment donné, de management dans le boulot, parce qu'on va parler pas mal du milieu professionnel. Je crois qu'on va l'axer aussi un peu là-dessus, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment quelqu'un
pour qui le milieu social, professionnel a autant joué. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'aller voir ce genre de choses. Quand tu commences à bosser pour RMC, tu écris dans ton livre « Comment je fais pour supporter la précarité ?» Je bois. À plus forte raison quand il faut encaisser l'horreur de l'actualité. Avec les collègues, on se saoule encore plus, on trinque. Pas tellement avec le sourire, mais au moins on pense à autre chose. L'alcool est un sas de décompression. Donc déjà, il y a ce truc-là, parce qu'il y a aussi, tu parles d'ailleurs d'une étude d'un psychiatre qui parle, Guillaume Eragne, qui explique que les personnes qui sont exposées justement au public de façon stressante ont davantage de raisons de boire. Donc toi, t'es en plein dedans. D'ailleurs, tu mets bingo. Bingo. Non, mais complètement, je coche toutes les cases, ouais. Non, mais parce que on boit entre collègues, on boit entre cadres. Il y a cette histoire de dire, en fait, on tease royalement quand on est cadre supérieur. C'est ça que tu expliques. C'est-à-dire que finalement, c'est pas du tout l'ouvrière. En fait, c'est pas un truc de cassos. Voilà. C'est pas un truc de cassos de picoler. Enfin, c'est un truc de tout le monde, en fait. Tout le monde boit. Qu'on soit ouvrier, femme au foyer, cadre sup, journaliste dans je ne sais quelle rédaction parisienne, tout le monde boit. Les médecins boivent, tout le monde. Moi, j'arrive en radio. En plus, j'arrive au moment des attentats. On est quand même sur une actualité qui est pas... qui est celle que tout le monde connaît. Donc, on n'est pas sur une actualité qui est hyper fun. Au sein de ce milieu pro, on boit pour plein de raisons. On boit parce qu'on a ce côté hyper festif et que c'est quelque chose qu'on sait bien faire. Mais on boit aussi pour décompresser. On a vraiment, moi, je découvre les verres de décompression au moment où je rejoins, au moment où je deviens journaliste. Ce truc de... récompense un peu. J'ai fait un reportage, ouais. J'ai passé toute la journée à courir partout, à tendre mon micro à la recherche du meilleur son, du meilleur personnage pour mon reportage. Il fallait toujours en plus être les premiers. J'étais dans une rédaction où on traitait de l'actualité chaude, ce qu'on appelle en tout cas de l'actualité chaude. Donc faut vraiment être le premier, quoi, essayer de l'avoir, voilà, avoir ce son. Et on court, et c'est vrai qu'on court après une actu dont on n'est absolument pas maître. Quand on l'a, ce son, quand tout est en boîte, et on l'a bien mérité, ce verre. Il y a aussi l'adrénaline, en fait, sûrement. Il y a la redescente. On a une énorme adrénaline. Et comme il y a une redescente, on veut remonter un peu. On a une énorme adrénaline dans ce métier, et c'est d'ailleurs, enfin moi, c'est ce qui me plaît encore d'ailleurs, parce que je suis pas partie fâchée du journalisme, pas du tout. Mais c'est vrai que moi j'adorais cette adrénaline. Que t'as retrouvée dans la restauration. Ouais, que j'ai complètement retrouvée dans la restauration. Mais c'est vrai que cette adrénaline, en fait, on est toujours à fond, quoi. On est toujours, c'est très intense. Donc t'as été chercher des métiers justement qui procurent de la dopamine. Moi, je suis complètement accro à l'intensité. Ouais. Je veux toujours plus. Je veux toujours, mais ça encore aujourd'hui, hein, c'est un truc sur lequel je bosse. J'essaie de, même sob, quoi. Je me rends compte qu'en fait, par exemple, je vais jamais être celle qui va dire au revoir. En soirée, par exemple, moi, je pars pas. Je suis la dernière. J'aime pas les au revoir. J'aime pas quand ça se termine. J'aime pas les fins. J'aime pas les fins. Et j'aime quand... Mais ça s'applique pour beaucoup de choses. Je vais être face à un coucher de soleil. Tant que le soleil n'est pas... Tant qu'il fait pas nuit, je suis pas partie, en fait. Et c'est un peu ça, dans l'alcool, en fait. Moi, c'est tant que je suis pas KO, pourquoi on s'arrête de boire? Non, mais en fait, c'est... Je tiens encore debout, pourquoi est-ce que j'arrêterais? Exactement, mais en fait, j'ai pas de limite. J'ai pas de... Comment est-ce qu'on vit après ça, alors? Comment est-ce que, déjà, aujourd'hui, tu as une boulangerie éco-responsable, anti-gaspi. Où est l'adrénaline? Si elle n'est pas dans le travail, si elle n'est pas dans l'alcool, comment est-ce qu'on vit avec ce besoin d'intensité dans une vie qui en a moins? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi, au début, j'avais ce truc vraiment de il faut que je compense. Faut que je compense. Je bois plus. Je vais non pas tellement avoir du temps parce que finalement je buvais aussi au resto, donc je buvais quand je bossais. Donc en fait, toi, t'étais pas le genre à rien foutre en buvant, quoi. Ah non. J'ai rarement consacré du temps à boire finalement hors des soirées. J'ai rarement consacré du temps à boire parce que finalement l'alcool accompagnait aussi beaucoup d'activités, quoi. D'ailleurs beaucoup, ouais, en fait, énormément. Mais par exemple, moi, j'ai arrêté de boire. Tout de suite, je me suis dit il faut que je trouve un truc très intensif qui me prend beaucoup, et je me suis je faisais de la boxe, j'en fais toujours, mais je faisais pas un peu de boxe. Non, c'est que je vais aller à la boxe tous les jours, et si bien d'ailleurs que j'ai arrêté de boire, mais je me suis flingué le corps, en fait. Parce que si tu fais pareil, tant que t'es pas KO, tu restes debout sur le ring. Mais je me suis pris d'ailleurs 2 KO, en fait. Il y avait ce truc de tant que je tiens debout, on y va, quoi.
Aujourd'hui, je me tempère. Aujourd'hui, 3 ans après avoir arrêté de boire, je sais un peu plus me poser. Alors, je vais pas dire que je suis quelqu'un de très posé. Plus que 3 ans. Un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, ouais, à peu près. C'est ouais. pas rien, 6 mois. Tu veux pas les enlever comme ça? Non, je peux pas les enlever comme ça, c'est vrai. Ouais, ça fait. Enfin, c'est 4 mois. 4 mois. Ouais, 3 ans et 4 mois, ouais. Aujourd'hui, je me pose un peu plus quand même. Aujourd'hui, typiquement, je suis capable de lire un livre et de me poser, quoi. Chose que. Avant, je lisais, mais je lisais avec la musique dans les oreilles, en faisant je sais pas quoi. Et j'ai toujours un côté un peu fast life et j'en ai besoin de cette intensité. Et je sors beaucoup, je fais plein de choses. On est d'accord, t'as été diagnostiqué ou pas alors? TDAH quand même? Non. Non, t'as pas envie de le savoir? Je sais pas si je sais pas si je le suis. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, Charlotte, mais quand même, les symptômes sont bien là. Et puis aussi, cette absence de fatigue. Moi, j'ai beaucoup vu des gens qui avaient ce trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui encaissaient les gueules de bois et qui fait que justement, ils arrivent pas à arrêter de boire parce qu'en fait, c'est une énergie tellement forte que par rapport à d'autres gens qui seraient KO, ils continuent, quoi. C'est mon addictologue qui m'a dit il y a pas très longtemps. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait été bien que vous ayez la gueule de bois. Bien sûr. Parce qu'en fait, il m'a dit mais vous auriez peut-être su plus tôt que finalement vous aviez une consommation qui était problématique et qui était trop importante, parce qu'il me dit en fait là finalement il y a tellement un seuil de mais je dirais pas que je suis pas fatiguée, hein, mais c'est qu'il y a un seuil de non-écoute de soi. Surtout quand je consommais, j'avais quand même tous les signaux qui me disaient qu'il était temps que j'arrête, quoi. Ne serait-ce que se casser la gueule tous les jours à quelque chose près, c'est carrément pas ok. Évidemment que c'est pas du tout ok d'avoir une carte de fidélité à l'hôpital de la Riboisière, quoi. Enfin, en fait, c'est une mise en danger permanente. Mais une mise en danger permanente, et tous ces signaux auraient pu m'alerter. Non, mais tu le dis très bien, tu veux même pas être alerté, puisque pour toi, c'est impossible d'imaginer la vie sans alcool, donc tu ne veux pas pouvoir mettre la puce à l'oreille à personne. Mais déjà, c'est impossible d'imaginer la vie sans alcool. Et puis en fait, l'alcool est tellement pas un problème. Je suis pas alcoolique, en fait. Enfin, mais c'est complètement con, hein. Mais on n'est pas alcoolique quand on a fait une école d'ingénieur, quand on a fait Sciences Po, quand on assure au boulot. Quand on assure au boulot, parce qu'en fait, finalement, le resto, il tourne, même avec la patronne bourrée, quoi. Quand on fait pas de vagues. Moi, en fait, j'ai tellement à cœur aussi de pas faire de vagues, parce que aussi, je viens d'une famille où j'ai une petite sœur qui est handicapée, et même si on me l'a jamais vraiment dit, il y a ce truc on n'alerte pas les gens. Enfin, oui. Je veux jamais causer de soucis. Parce que Agathe, ta petite sœur, en cause déjà pour toi suffisamment. Bah peut-être, ouais. Mais tu l'appelles ma sœur OGM? C'est mon OGM, ouais. C'est notre OGM à tous, et ouais, bah ouais. C'est notre petite OGM. Et on dit pas qu'elle fait... Pour les dépendants, la place est hyper importante de chercher sa place, de trouver sa place. Et c'est vrai que quand tu as dans la fratrie quelqu'un qui a pris beaucoup de place de par un handicap, c'est compliqué de trouver la sienne. Bah, et puis c'est surtout qu'en fait, on veut que notre place, elle prenne pas trop de place, justement. Parce qu'en fait, on a déjà notre lot. Notre lot de petites emmerdes, enfin de petits trucs à gérer au quotidien, et encore, enfin franchement, ça va, Agathe, quoi. Mais vous êtes une famille soudée en plus. On est une famille hyper soudée. Mais c'est vrai qu'il y a à cœur de se dire bon bah je cause pas du tort ou du souci ou qu'on s'inquiète pas pour moi. Mais jamais en fait. D'ailleurs, tu trouves un mec avec qui tu t'envisages même de te marier, avoir des enfants peut-être, Jonas. Enfin, je veux dire, Jonas, il s'appelle Jonas ou pas en vrai? Oui, t'as gardé les prénoms toi dans le. Ouais, j'ai gardé les prénoms, ouais. Il a l'air super. Par contre, c'est rigolo parce que, c'est rigolo. Tu te mets quand même tout le temps, tous les gens qui t'entourent picolent énormément quand même. Sont des gros fêtards quand même. Même ta copine je connais peu de gens. Actuelle. Ali, elle consomme très modérément. Enfin, très modérément. Non, elle consomme en fait, mais elle connaît la modération. Ouais. Moi, j'admire ces elle gens. Connaît. Parce qu'avec Jonas, par contre, vous avez pas de soucis pour faire la fête, quoi. Ouais, et en même temps, on a entre 23 et 26 ans. Oui, est-ce que c'est pas normal, en fait? Enfin, c'est pas du tout quelque chose que je questionne. Enfin, en fait, on croit que c'est normal. Mais on croit que c'est normal, oui. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que
J'ai l'impression que les jeunes questionnent un peu plus cette consommation, justement, et peut-être que... Enfin, ou alors ils consomment peut-être moins d'alcool et peut-être autre chose, mais... Moi, comme toi, tous les soirs, entre 18 et 25 ans, je vomissais, je rentrais chez moi, on me ramenait. Mais c'est-à-dire, c'était normal. C'était normal d'aller vomir. Mais aujourd'hui, si mon fils fait ça tous les soirs, je sais pas comment je réagis, quoi. Pour moi, c'est pas normal aujourd'hui, quand j'y pense. Il y avait un problème, ça voulait bien dire quelque chose parce que j'avais d'autres copines qui faisaient pas ça. Ouais, non, mais complètement. Et en même temps, je me dis, bon, honnêtement, moi, je pense que mes parents se seraient inquiétés, par exemple, si j'avais pas eu de potes, si j'étais pas sortie avec mes potes, quoi. Il y avait un peu ce truc de... Ça aussi, c'est inquiétant. Ouais, c'est aussi inquiétant. Non, mais en fait, le tout est le juste milieu, quoi. Mais toi, comme moi, tes parents ont été hyper laxés, c'est-à-dire très... Ils n'ont pas voulu voir, ils ont fait confiance. Pour eux, ils te voyaient bien. Moi, on savait que je buvais, on savait que je faisais un peu n'importe quoi, mais c'était rigolo. Personne m'a aidé, quoi. Nous, il y a ce truc de c'est rigolo. Ouais. Et puis, il y a ce truc de... Enfin, ma grande sœur fait pareil à ce moment-là, et ma grande sœur n'est pas alcoolique aujourd'hui. Mmh. En fait, il y a ce truc de un peu jeunesse se passera, quoi. C'est de son âge. Et c'est vrai d'ailleurs, enfin tous les potes avec qui je fais mes soirées quand je suis au lycée, il y en a pas un qui est alcoolique aujourd'hui finalement. C'est que moi j'ai jamais arrêté. Du lycée à se mettre nos murges le samedi soir avec, alors aussi on a changé l'alcool quand même, avec notre vodka aromatisé à la mûre. Moi je suis rentrée en école d'ingé, j'ai continué. Eux sont rentrés dans leurs écoles, dans leurs machins, ils ont aussi continué, mais eux derrière se sont arrêtés. Moi j'ai continué. J'ai continué, mais parce que j'aimais ça aussi. Enfin, y a pas... j'aimais la légèreté que ça procurait. C'est ça, l'alcoolisme, en fait, c'est quand même quelque chose, parce qu'en fait, tout le monde boit à ce moment-là, on est tous d'accord, j'ai connu les mêmes choses que toi, tu as tous tes amis qui se mettent des murges, mais qui arrêtent à un moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit « Oh, ça y est, j'ai eu ma dose ». Et que l'autre, non. Il y a des gens qui... qui à mon avis, enfin rien qu'en prenant un boulot, un truc, il y a ce truc de le lendemain je vais avoir une gueule de bois. Au boulot c'est compliqué. Coup, oui aussi. Non mais parce que c'est pour ça que je te parle de troubles de l'attention, d'hyperactivité, parce que chimiquement parlant, il y a un truc. Moi j'étais là à dire mes copines, oh, ça va, vous êtes chiante, ça va, une gueule de bois, va bosser. Enfin moi j'y allais tout le temps. Et donc en fait je me rends compte que je préférais m'éclater et subir un peu au boulot, alors qu'elle, c'était l'inverse, quoi. Elle voulait être bien au boulot et à la limite, elle préférait lésiner sur la teuf, quoi. Et il y a un moment comme ça où c'est switch. Mais ça, c'est notre cerveau d'addict qui pense ça, quoi. Parce que notre prio, c'est plutôt la soirée plutôt que le lendemain. Voilà, quoi. c'est la priorité. Bon, on va avancer dans ta vie parce que, donc là, ton mec te quitte. Déjà, c'est quelque chose d'assez pas cool. Et donc, même si quelque part, t'es amoureuse de lui, en fait, quand même. Ouais, je pense que je suis amoureuse de lui. En tout cas, je suis amoureuse à l'idée d'être en couple à ce moment-là, ouais. Puis... Là, tu découvres l'alcool seul, un peu plus, un peu Bridget Jones, mais sans la glace, quoi. Sans la glace, parce qu'en fait, à ce moment-là, je vois une nutritionniste, toujours pour mes complexes, toujours pour mes trucs. Je me dis, je vais aller voir une nutritionniste. Et cette nutritionniste me dit, vous savez, quand vous buvez, c'est comme si vous mangez 2 fois. Parce que vous avez les calories de votre repas plus ceux de l'alcool. Et moi, elle me dit ça, mais moi, ça me déflagration, quoi. Je me dis, ok, il est hors de question. En fait, j'envisage pas d'arrêter de boire à ce moment-là. Mais par contre, j'envisage d'arrêter de bouffer. Et dans les faits, c'est un peu ce qui se passe quand même pendant... Je me fais quitter et je vais me nourrir un peu liquide pendant quelques mois. Je m'effondre pas parce qu'en fait, j'ai quand même mes calories liquides, en effet. Et je continue à manger 2-3 conneries comme ça. Mais en fait, je mange liquide, ouais. Je mange de la DSP. Ouais, de la DSP. Hein. Je mange de la DSP. J'ai appris plein de noms de bières, l'IPA, tout ça, c'est la. Elle est passion bière, ouais. Elle est forte, celle-là, j'ai l'impression, quand on parle, que j'ai l'impression que l'IPA, qu'elle monte plus vite. L'IPA, ouais, c'est surtout que c'est un peu plus amer, on va dire. Ouais. Et souvent, ça titre un peu plus fort, ouais. D'accord. Souvent. Et à ce moment-là, tu as un ami qui te propose, enfin à ce moment-là, aux entourages, en tout cas, Antoine te propose d'ouvrir un restaurant. Ça part un peu d'une idée folle. Vous le faites? Ouais, alors c'est pas tout à fait au moment où je me fais quitter. Entre-temps, je reprends quand même
Mon taf de journaliste, ça se passe bien, franchement, mais c'est juste que moi, j'attends quand même un CDI qui ne vient pas. Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'ai un statut qui est précaire, parce que du coup, je suis pigiste. J'enchaîne, alors, je suis pigiste, donc j'enchaîne vraiment les contrats tous les jours. Et j'enchaîne les CDD longs, alors plus ou moins 3-4 mois, et j'enchaîne les CDD. Mais c'est vrai que moi, j'aspire à un contrat un peu plus fixe, un peu plus de sécurité de l'emploi, quoi. Et en même temps, c'est un peu la norme dans le journalisme, donc je sais qu'il faut que je prenne mon mal en patience, mais c'est long. Je trouve ça long. Et c'est le moment où mon meilleur pote me dit « Mais Charlie, on n'ouvrirait pas un resto, quoi ?» Lui, il vient du milieu de la restauration, donc c'est pas complètement foot de son côté, quoi. Et moi, c'est le moment où je commence à être un peu fatiguée d'attendre un contrat qui n'arrive pas. Et puis, un peu avec cette recherche de sens, quoi, de me dire « Bon, bah, j'aime ce que je fais, parce que j'aime être journaliste, mais je raconte les histoires des agriculteurs, et à un moment, est-ce que je les ferais pas bosser, en fait ? Est-ce que je les ferais pas bosser ? Donc en fait, je dis à mon pote, bah d'accord, ok, on ouvre le resto, mais à une condition, c'est qu'en fait on bosse tout en direct des agriculteurs. C'est vraiment ma condition, quoi. Et c'est ce qu'on fait. Alors évidemment, on n'ouvre pas un resto en un claquement de doigts, hein, ça se passe pas comme ça exactement. Plus ou moins 18 mois de prospection, des joies de l'entrepreneuriat, et on ouvre le resto, ouais, c'est ça, à peu près une grosse année plus tard, quoi. En bossant avec 50 agriculteurs différents, jusqu'au grain de sel. Wow. Vraiment jusqu'au grain de sel. Avec évidemment une attention toute particulière portée sur le choix des vins, le choix de la bière, un petit brasseur local. Et aujourd'hui, quand je repense à cette période, je me dis que c'est toujours un petit peu fou parce que moi, à ce moment-là, je me dis pas du tout que l'alcool est un problème. Hein. Vraiment, j'ouvre un resto, mais en fait, je deviens pro dans un truc que j'ai toujours fait chez moi, à savoir accueillir, parce que j'ai toujours accueilli beaucoup de gens chez moi, j'ai toujours fait des grands dîners, je cuisine pas mal, c'est un truc que j'aime faire, quoi. Donc là, finalement, je passe pro sur un truc que je fais toujours à la maison. C'est bonne vivante, mais niveau pro. Et en fait, c'est fou parce que là, dans les clés du local à la main, le truc qui m'importe quand même le plus d'installer au plus vite, vraiment, c'est la tireuse. Mais sauf que j'y pense pas à ce moment-là. Je me dis qu'en fait, c'est évidemment c'est la clé pour passer des bons moments. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit installé au plus vite. Et puis qu'en plus, un temps de travaux, d'aménagement, évidemment que ça va se faire avec de la bière parce que c'est convivial, c'est comme ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, sobre, je repense à ce moment-là et je me dis, mais c'est dingue l'énergie que j'ai employée à installer cette tireuse en premier lieu dans ce resto, quoi. C'était le premier truc qu'il fallait installer. Est-ce que j'ai ouvert un resto parce que finalement j'avais déjà une consommation problématique avec l'alcool ? Je sais pas. Est-ce que le resto a joué un rôle dans ma consommation problématique aussi ? Mais encore aujourd'hui, franchement, j'ai pas la réponse. Mais de voir à quel point c'était un truc qui m'importait, le choix de tel vin, de telle bière, de tel truc, c'était déjà hyper ancré, quoi. Je pense que les deux se nourrissent, hein. De toute façon, tu as cette appétence pour l'alcool, donc tu vas vers des métiers qui te permettent de boire, et comme ça te permet de boire, et ben tu bois de plus en plus. De toute façon, c'est un cercle vicieux, et c'est ça l'addiction, c'est ça la dépendance. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis qu'on peut être dans la restauration sans être défoncé, quoi. Enfin, c'est un truc que je réenvisage aujourd'hui, honnêtement. Ah oui ? Ouais. Tu pourrais, tu te sens prête, par exemple, tu pourrais travailler dans un resto ou ouvrir encore à nouveau un resto. N'empêche que quand au moment où j'écrivais, bon alors après c'était hyper conjoncturel, j'ai un copain qui était un peu là en galère et qui m'a appelé un peu à l'arrache une demi-heure avant le début du service, à quel point tu pourrais venir m'aider. Et je lui ai dit, on est hors de question, évidemment. Je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi ? En fait, je suis sobre depuis 6 mois, qu'est-ce que tu me racontes ? Évidemment que je vais pas venir t'aider. Et c'est un très bon ami, donc j'y suis allée quand même. Non. Si. Évidemment que je vais pas venir t'aider, mais j'arrive. Mais j'arrive, ouais. Mais... Alors ça aussi, on a un souci. Ton addictologue te l'a bien dit. Il va falloir réussir à dire non. Il va falloir réussir à dire non, ouais. Ouais. Ça fait partie du truc, hein. Ah ça fait partie du truc. Mais aujourd'hui, je galère un peu moins quand même. C'est un peu... c'est un truc sur lequel je continue à taffer, mais c'est un truc... je suis un peu plus affirmée dans mes noms. Donc tu as été ? Et j'y suis allée. Et mon pote me regarde et me dit à quel point je peux te mettre derrière le bar. Et moi, sobre depuis quelques... ça faisait quand même quelques mois, mais j'avais jamais repris du service dans un bar, quoi. Et en même temps, j'ai été derrière le bar pendant quelques années, donc oui, allez, vas-y, on y va. Et purée, mais cette joie pure de le faire sobre. Mais parce qu'en fait, j'aime foncièrement ça. Parce que tu aimes servir à boire aux autres aussi, tu aimes enivrer les autres aussi. Ouais, alors c'est de la codépendance, ça ? Comment ça s'appelle ? Non, je pense pas que ce soit de la codépendance. Ça, j'en ai longuement discuté avec mon addictologue de ce truc de... Mais moi, j'aime vraiment... Les gens bourrés.
Mais ouais, en fait, j'admire les gens qui savent boire avec modération, vraiment, mais j'ai une profonde admiration parce qu'en fait, ça a tellement pas jamais imprégné chez moi, quoi. Et moi, franchement, mais les gens qui boivent 3 verres et qui s'arrêtent, mais c'est fabuleux. Mais et d'ailleurs, je suis pas du tout hygiéniste. Moi, j'ai vraiment pas vocation à ce que les gens arrêtent de boire, surtout pas mon entourage. Enfin, vraiment, pourvu que les gens arrêtent pas de boire pour moi. Enfin. Mais juste boire en pleine conscience, c'est très chouette de se poser la question de pourquoi on boit, etc. C'est en fait c'est ça la clé, quoi. Mais moi j'adore l'accompagner les gens qui boivent. Tu dis j'aime énormément mon nouveau métier, il me le rend bien. Je retrouve d'ailleurs une habitude que j'avais perdue depuis de longs mois, boire pour célébrer. L'art de trinquer avec mes clients qui méritent une patronne pleine de gouaille et d'humour. Ils viennent et reviennent pour ça, c'est eux qui me le disent subtilement. Hein. Ils ne racontent pas. On vient pour la patronne alcoolique. Tu t'en doutes bien. Est-ce que ça incite à boire ? Oh que oui, car l'image du barman cool ou de la barmaid solide est bien ancrée dans notre société. Alors carrément, il y a un truc où tu dis auprès des clients, t'as l'impression d'être une rockstar. Mais complètement, il y a ce statut. Mais qui n'a pas rêvé de se faire payer un verre en boîte par la barman ou le barman sympa ? Il y a ce statut un peu de si j'arrive à avoir un verre gratos, c'est cool. Vrai. C'est cool. Et donc il y a une espèce de pouvoir un peu quand on est derrière le bar, alors que il est ultra discutable ce pouvoir. Mais oui, non, il est pas. Mais en plus, tu en parles très bien. Et finalement, ça m'a bien calmé ça m'a rappelé ces moments de bar où les serveurs t'offrent des shots ou alors la happy hour ou tout ça. En fait, tu as bien expliqué dans ce livre quand même qu'il faut pas rêver, que tout ça c'est des techniques de vente et qu'on offre le premier verre pour que les gens prennent le suivant. Bien sûr, tout est... Il faut quand même bien que les gens sachent que c'est pas le barman n'est pas sympa à part toi. Bah, le barman peut être sympa, mais son but c'est de vendre. Ouais, et en même temps, moi j'ai été très con parce que par exemple, j'ai fait partie de ces restaurateurs, ces restauratrices qui incitent à boire et qui trouvent terriblement chiant les personnes qui viennent dans mon resto et qui boivent pas d'alcool. Mais aujourd'hui, franchement, je m'excuse moi auprès de mes clients que j'ai pu juger. Alors heureusement intérieurement, je leur ai jamais dit t'es vraiment hyper pénible. Sûrement que bourré, t'as dû y aller un peu. Peut-être. Peut-être. Mais moi, par exemple, je comprenais pas pourquoi on venait dans mon resto et qu'on commandait autre chose qu'à boire, de l'alcool. Quelqu'un qui prenait un coca, je disais mais qu'est-ce que tu fous là en fait ? J'ai du super vin en direct d'un producteur, je peux te raconter son histoire et tout. J'ai telle bière brassée juste à côté et vraiment je comprenais pas. Alors que d'un point de vue purement business, c'était complètement con parce que je margeais plus sur du coca. Donc là pour le coup c'était complètement con. Mais c'est juste que moi, dans ma tête, on pouvait pas. Déjà je voulais que les gens qui viennent dans mon resto s'amusent, profitent, passent un bon moment, et j'avais pas envisagé qu'on puisse passer un bon moment sans alcool. Aujourd'hui, je sais, parce que je continue à aller dans plein de restos, dans plein de soirées, donc aujourd'hui, je sais qu'il existe plein de manières de passer des bons moments et qu'on peut le faire sans alcool. Mais à l'époque, vraiment, quelqu'un qui venait dans mon resto et qui buvait pas, mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais c'est terrible, hein. Enfin, franchement, Comment tu prends la phrase, toi, de Léa Salamé, qui peut penser que c'est compliqué de faire la fête sans boire ? Elle le dit une fois à Gad Elmaleh, une fois à Artus, c'est chiant. Et puis en plus, elle insiste. Elle insiste en plus. Vivement que ces gens-là passent. Du coup, moi, j'ai été cette personne-là. Oui, mais bon, elle n'est pas alcoolique, donc elle n'a pas d'excuse. Ouais, alors est-ce que l'alcoolisme est une excuse ? Oui, parce qu'on croit que. Si, parce que en fait, tu justifiais ton alcoolisme. En fait, c'était une manière de te dédouaner aussi de ta propre maladie. Mais je veux dire. Moi, j'ai hâte que ces gens-là passent pour. Qu'avec des phrases comme Léa Salamé, qu'est-ce que t'es chiant quand t'arrêtes de boire. Moi, j'ai hâte que ces gens-là passent pour des gros has-beens, quoi. Et je pense qu'on avance doucement quand même là-dessus. Ce truc de qu'on tolère, quoi. En fait, on demande juste à pas être. En fait, en quoi ça te dérange, quoi ? Vraiment, en quoi ça te dérange ? Et surtout, est-ce qu'on peut dire que l'alcool tue ? Que l'alcool. Oui, mais par ailleurs. Non, mais la vie que tu as, si les gens lisent ton livre, je leur conseille de voir ce que ça t'a fait. Je veux dire, tu t'es quand même tailladé 2 fois les poignets. Plus on boit, plus on a envie de se suicider. Ça, c'est vrai. À un moment donné, on sait plus. C'est la même chose avec la drogue, j'ai connu. Si c'est la dépression ou la dépendance ou la dépendance ou la dépression, le fou la poule, tu dis, c'est ça. Ouais. On sait plus du tout si on est dépressif ou alcoolique, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai été soignée pour dépression. Mais moi aussi. Mais ça allait pas du tout mieux. Mais... J'étais à Sainte-Anne pour ça. Et tu le dis très bien, les femmes sont souvent prises pour dépressives plutôt qu'alcooliques. On les prend pas au sérieux en tant qu'alcooliques. Mais moi, on m'a surtout jamais demandé si je buvais. Voilà.
Alors même qu'il y avait des prises de sang avec des résultats qui étaient assez déplorables, quoi. Mais on m'a jamais demandé si je buvais. Mais parce qu'on va pas aller demander à cette jeune femme de bonne famille dont le médecin traitant la suit depuis qu'elle a 3 ans, si on va... Tu picolerais pas un peu? Non, on ne demande pas ça. Et alors moi, ça m'arrange, hein, par ailleurs. Ça m'arrange c'est gênant carrément. parce que derrière le côté tu bois, il y a... Tu fais n'importe quoi aussi de ta sexualité aussi. Les gens pensent ça aussi. Mais parce que l'alcool, c'est le produit qu'on utilise aussi pour se désinhiber. Enfin, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Je pense pas que ce soit mon cerveau d'alcoolique qui pense ça, quoi. Enfin, combien de jeunes commencent à boire parce que finalement, c'est cool de faire ces conneries en étant un peu alcoolisé. Puis en plus, ça donne aussi des bonnes raisons de le faire. Enfin, on se permet des choses qu'on se permettrait pas forcément quand on est sobre. Et je pense que ça arrange plein de choses. Mais c'est vrai que enfin, je peux pas blâmer mon médecin, mais franchement, face à quelqu'un qui va très mal, moi, il m'a pas questionné. Et en même temps, ça aurait été tellement gênant, en fait, qu'il me questionne. J'imagine même pas la scène, en fait. En fait, tu cachais ton alcoolisme et puis aussi le fait que tu étais gay. Quelque part, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, ça, les gens non, mais les gens te questionnent pas là-dessus. C'est-à-dire que c'est visible quand même aussi que peut-être tu aimes les filles. Comment ça, c'est visible? Non, mais est-ce que c'est visible? Est-ce que on t'a dit après? Oh ben moi je le savais. Ouais, alors il y a quelques personnes qui m'ont dit ça me pareil que pas, pour l'alcoolisme en fait, je suis alcoolique. Bah spoiler, je le savais. Les gens en fait savaient des choses que tu ne savais pas peut-être. Bah ouais, mais parce que mais c'est comme enfin en fait, c'est comme se rendre compte alors non, je vais vraiment pas comparer l'alcoolisme et l'homosexualité. C'est pas ça que je voulais dire. Il y en a un qui est une maladie et l'autre qui est en état de fait. Je voulais pas du tout comparer les deux, je veux juste dire que c'est deux choses qui te caractérisent. Mais complètement. Et que tu ne sais pas et que d'autres gens peut-être le savent. Et oui, enfin, en l'occurrence, moi, l'alcool a tellement accompagné ma sexualité, mais pendant. En fait, j'ai 18 ans, en gros, à peu près, quand je ressens du désir pour une femme pour la première fois. Et ça ne fait pas partie de mes modèles. En fait, j'ai grandi en banlieue ouest parisienne, un peu chicos, un peu catho aussi. Avec des manifs. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Et d'ailleurs, en fait, à ce moment-là, c'est en 2013. Donc du coup, à ce moment-là, moi, j'ai pas fait mon coming out, mais j'ai pas non plus fait mon coming in. Donc c'est-à-dire que même moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne me suis pas verbalisé à moi-même le fait que je suis homosexuelle. Je me rappelle en 2013 ressentir une haine viscérale des gens de mon village, quoi. De me dire mais comment on peut être aussi con, quoi, à ma parole. Comment on peut aller manifester contre des droits. Et pourtant, je suis en couple hétéro, quoi, à ce moment-là. Mais moi, je me rappelle de cette colère, quoi, vraiment de cette colère. Et je me rappelle que c'est une raison de boire. Ah ouais. Alors ça, on va en parler quand même de ce puzzle, parce que tu en parles beaucoup dans le livre. Tu dis, tu te rappelles le grand puzzle? Tu te rappelles le grand puzzle? Ouais. Parce qu'en fait, c'est des pièces et des pièces et des pièces, et ça, on le sait tous. Il n'y a pas une raison de boire, il n'y a pas un seul facteur, surtout. Pour l'alcoolisme, c'est une rencontre entre un produit, un moment, un environnement. Et toi, ton puzzle, il est quand même familial, professionnel, et puis il y a aussi cette sexualité. Il y a un moment quand même, j'ai l'impression, il y a une addiction au sexe très forte aussi. Enfin, je veux dire, en tout cas, aux relations brutales et d'un soir avec l'alcool. Tu te fais du mal. Il n'y a pas d'addiction au sexe du tout, mais il y a un vrai besoin de se rassurer sur une sexualité hétérosexuelle, pour le coup, qui pourrait me convenir, quoi. Mais parce qu'en fait, je grandis dans un monde où en fait les lesbiennes n'existent pas. J'ai aucun modèle lesbien. Ça n'existe pas. C'est pas une option, quoi. Ouais, tu connais pas. J'ai pas une grande tante, une cousine, un pote. Non, dans mon lycée, il y a pas de gay. Alors, faux, c'est faux. En fait, c'est juste que tout le monde est dans le placard. Mais en fait, je me dis pas que c'est possible. Et donc, du coup, moi, je me dis surtout que je vais rencontrer des hommes pour me rassurer sur le fait que je puisse aimer le sexe avec des hommes. Sauf qu'en fait, après coup, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai jamais eu de relation sexuelle, ou en tout cas très peu, avec un homme en étant sobre. Mais parce qu'en fait, il y a ce truc de... Je bois pour rencontrer des hommes, sauf que une fois que j'ai rencontré un homme, je me dis, ah putain, mais en fait, j'aime pas ce qui vient tellement de se passer là. Et du coup, je bois,
mais c'est un cercle vicieux de merde, quoi. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup ce truc de... Enfin, moi, l'alcool a énormément accompagné cette errance, quoi. Ce truc de... Cette petite voix à l'intérieur qui me dit, en fait, juste, tu pourrais aimer les femmes et c'est comme ça. L'intuition, tu l'avais. L'intuition, non, mais l'intuition, je l'avais, en fait. Tu l'as pas écoutée. Je l'avais, y compris en couple hétéro, en me disant, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? Donc l'alcool faisait taire, enfin, de façon comme tu l'appelles, un lissage permanent des émotions, c'est vraiment les émotions, les intuitions, tout ce qui est ta part d'ailleurs féminine, hein, c'est très féminin, l'intuition, c'est vrai. Et en fait, l'alcool faisait taire totalement tout ça. Et il y a beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur de ce qu'on va penser de toi, en tout cas. Oui, mais encore aujourd'hui, moi, c'est le truc sur lequel je travaille, mais en fait, l'alcool fait taire toutes les peurs, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'ailleurs je me serais lancée dans des défis ou dans des secteurs d'activité, par exemple, un peu fous comme ça, si j'avais vraiment ressenti la peur sans alcool? Peut-être pas. Honnêtement, peut-être pas. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Il y a plein de choses que je pense que j'aurais pas fait. Ouais. Tu l'appelles le courage liquide. J'ai bien connu ça pour monter sur scène. La dose de courage liquide. Et finalement, à force de prendre cette dose de courage liquide, est-ce que ça impacte pas des choix qu'on fait tout court, quoi? Même plus tard. Déjà, moi, je crois que ça vient, en plus de nous faire croire qu'on peut rien faire sans, en plus, ça vient atténuer, amoindrir notre courage réel. Il y a beaucoup de blackout, beaucoup de violence envers toi-même. Il y a ce truc... ce qui m'a étonné, c'est que t'as un point que tu aimes, t'appelles le point de patinage. Donc c'est vraiment, c'est vers ce moment où t'as l'impression que tu n'existes plus vraiment. T'as commencé dès le début à chercher ce point. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que t'es heureuse sur ce point. Mais en fait, tu le dépasses et après, tu l'as plus. Ouais, c'est le point de patinage, ce moment où tu bois suffisamment pour te sentir léger et pour autant t'es pas non plus dans le down. Parce que moi, j'ai jamais eu l'alcool triste. Et pourquoi tu continues après ce moment de patinage? Mais parce que pourquoi s'arrêter? Oui. Donc tu le perds, ce moment merveilleux quand même, quelque part, parce que tu as réussi un peu comme le film, comment il s'appelle ce Drunk. film? Ouais. Tu trouves ton degré d'alcool, c'est fabuleux, mais tu le dépasses. Mais parce que j'ai pas fait des calculs scientifiques pour savoir à tel moment il faut que je boive tel truc. Oh, tu calcules pas mal quand même. Je calcule pas mal quand même, pour autant, oui, je calcule. J'ai jamais vu trop. ça, tu sais tout, tu prépares tes affaires le soir pour savoir que quand tu rentres, t'enlèves tes chaussures, tu réveilles pas ta meuf. C'est une histoire de fou, t'as les horaires pour savoir à quelle heure tu parles à tes parents, à quelle heure tu leur parles pas, à quelle heure tu fais un rendez-vous avec des gens professionnels, pour savoir si tu bois un café ou si tu bois une bière. C'est une histoire de fou. Et tout ça fait de manière assez inconsciente. Ouais. Alors même que j'ai commencé à boire pour justement emmerder ses convenances, quoi. Alors même que j'ai commencé à boire vraiment parce que je trouvais ça hyper rock'n'roll, quoi. Mais c'est tellement pas rock'n'roll d'aller calculer son heure de première bière, quoi. Et tu dis, je le sais même pas, mais moi c'est ça qui me rend folle, c'est à quel point tu es dans un déni total. C'est-à-dire que tu parles de problème d'alcool qu'à la fin, comme si, voilà, à la fin quand on te dit tu es alcoolique, t'es heureuse, hein, on te dit enfin, on te met un mot là-dessus. Mais quand tu bois ta première bière au réveil pour faire passer la nausée, tu te dis pas, c'est pas normal. Non, je me dis pas que c'est pas normal. Je me dis que est-ce que c'est pas un peu ce que font les restaurateurs dans leur bar à 11h, quoi. Mais c'est un énorme déni. Mais c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai aussi écrit le bouquin, en fait, parce que alors je veux pas dire que j'ai manqué d'exemples et pour tout, parce qu'en fait ça te donnerait plein d'excuses à plein de choses et c'est nul. Non, il y a pas d'excuses. Mais c'est vrai que pour moi l'alcoolique c'était soit un homme d'un certain âge, potentiellement un peu en marge de la société, ou alors, c'est terrible, hein, ces clichés, mais ou alors une mère potentiellement un peu maltraitante avec ses enfants. Enfin, c'était pas une jeune femme de 30 ans avec son resto qui tient la baraque, qui fait tourner le business, qui rentre chez soi, qui... Bonne fille, une bonne meuf, une bonne copine. Ouais, finalement, je suis une bonne pote. Enfin, je fais pas de vagues, enfin en tout cas on voit pas oui j'ai une grande gueule, ouais bon bah ok, mais il y a pas ce truc de j'inquiète pas non plus outre mesure tout le monde, donc je me dis pas que je suis alcoolique, quoi. Il y a pas ce truc et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin, parce qu'en fait quand au bout de quelques semaines à consulter mon addictologue, à tenter la modération qui finalement était complètement impossible, tu dis très bien modération mon cul, donc ça tu le dis super. C'est impossible, en fait. Impossible. Mais je deviens complètement givrée à ce moment-là. Oui, ça agit sur ta santé mentale, en fait, hein, parce que tu ne fais que calculer. C'est le moment où on envisage de me faire hospitaliser, pour le coup, parce qu'en fait, c'est pas possible. Enfin, je deviens folle. Mais donc, quand
Quand ça y est, le mot est prononcé. C'est quoi ce déclic? À quel moment tu dis je fais pas de vagues, il y a bien un moment où tu fais des vagues, tu tombes, il y a des chutes, quelqu'un vient te dire que c'est plus possible. Donc ça c'est... On a squeezé un peu le passage où tu rencontres ta meuf, mais bon, les gens ont qu'à lire le livre quand même. Alison, elle te dit, Ali, elle te dit, moi je peux plus. Ok, soit t'arrêtes, soit c'est mort. Bah puis en fait Ali elle me dit surtout ton problème c'est pas ton associé qui s'est barré, c'est pas le resto, c'est pas toutes les petites merdes finalement mais qui sont les petites merdes de tout le monde en fait hein. Ton problème c'est pas ça, ton problème c'est l'alcool quoi. Et en fait ce qu'elle me dit, enfin moi ça me fait un électrochoc. Elle me dit voilà donc en fait si tu ne fais rien tu vas crever, en sachant qu'en fait au moment où elle me dit ça je viens quand même de dévaler 18 marches à la renverse, j'ai la tête en sang. On est en octobre 2020, fin de service. Je dévale les escaliers et en fait, juste moi, je me réveille dans la cave de mon restaurant, la gueule en sang. Et en fait, qu'est-ce que je dis là à mon amie serveuse qui est là avec moi? Je lui dis, il est hors de question que t'appelles les pompiers. Parce qu'en fait, moi, encore une fois, je veux pas qu'on me voie. Je veux pas qu'on me voie, j'ai trop honte. Je sais que j'ai trop bu. J'ai trop honte. Sauf qu'en fait, elle me dit, non, mais là, Charlie, c'est pas possible. Là, vu ta gueule, en fait, on est obligé, là. En fait, et oui, j'ai le visage complètement déchiqueté, en fait. Enfin, je me suis ouverte la lèvre, mais j'ai 25 points de suture, enfin c'est un calvaire quoi. Et Ali me récupère à l'hôpital ce jour-là. Et 3 mois plus tard, ouais c'est ça, quelque chose près de 3 mois plus tard, je recommence la même en fait. La même dans les escaliers de chez nous, pour le coup. Et en fait là j'en suis à un tel niveau que je revisualise cette scène, vraiment je m'en rappelle plutôt bien, parce que malgré l'alcool, malgré tout ça, pour le coup je m'en rappelle très très bien. Je dévale vraiment ces marches, là, en plus avec mes béquilles en sketch, la tête en sang, et en fait je fais un boucan, mais malade dans cet escalier, et c'est le voisin qui me récupère, parce qu'en fait ça a réveillé quand même littéralement tout l'immeuble, et je vois le voisin, et je me dis, mais en fait là j'ai envie de crever, quoi. Là j'ai pas envie d'ouvrir les yeux à ce moment-là, parce que je sais que c'est une énième chute. Je sais que ça va causer du souci à Ali. Je sais qu'il va falloir qu'on parle. Et j'ai tellement pas envie de parler. J'ai tellement pas envie de parler. Et c'est à ce moment-là qu'elle va prononcer justement ces mots-là en disant mais voilà, le problème, c'est pas ton resto, c'est pas tout ça. Le problème, c'est ce que tu bois. Et si tu fais rien, tu vas crever. Et objectivement, elle a pas tort. Si je fais rien, je vais crever. Enfin, j'ai failli crever 3 minutes avant. Et elle me dit, mais donc, si tu crèves, vu que je t'aime, bah, moi, ça va me rendre... Ça va être terrible. Donc, je me barrerai avant. Et moi, à ce moment-là, je me dis pas que j'ai un problème avec l'alcool. Pourtant, c'est la première fois qu'on prononce ce mot-là, mais je me dis pas que j'ai un problème avec l'alcool. Je me dis que j'ai surtout très, très peur qu'on me quitte. J'ai surtout très, très peur que la personne que j'aime me quitte, quoi. C'est terrible, en fait. L'alcool est toujours pas le problème, hein. Mais je me dis qu'il faut que je lui montre que j'essaie, que je l'ai entendu. Là, ça prend quelques semaines, quelques mois, justement, la modération, c'est là? Bah en fait, là, ce que je fais, c'est que du coup, je prends rendez-vous quand même chez un addictologue, parce que voilà, je me dis, je vais quand même lui montrer que j'essaie, quoi, que j'essaie de me limiter, j'essaie de me modérer. C'était la même histoire, exactement. J'ai eu la même histoire avec Christelle Piani, qu'on a invitée, qui m'a fait... c'est mon addictologue qui m'a fait... qui a attendu que je comprenne par moi-même que la modération n'était pas possible. Ah bah moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Il t'a laissé aller. Je sors de chez l'addictologue en n'ayant franchement aucune velléité d'arrêter. Bah non, en fait, en gros, il me dit bon bah ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'éviter les verres dont vous pouvez vous passer. Ouais. En gros, c'est un peu ça, quoi, qui se passe. Moi, je sors de là en me disant bon, c'est chill, c'est cool, c'est pas mal. Et dans les faits, je diminue quand même, parce qu'en fait, je passe de 12 litres à 4-5, et pas tout à fait tous les jours. Il y a des jours où je vais pas boire. Bah, typiquement, les jours où je suis avec Ali, je vais lui montrer que j'essaie, quoi. Mais en fait, j'ai tellement peur de me faire quitter. Mais parce que je l'aime, quoi. Il y a une soirée où t'as bu que 2 verres, et elle te dit... En fait, t'as beaucoup de bravo aussi, mais tellement, qui aident énormément. T'es très bien entourée, t'as des amis incroyables. J'ai des amis, et j'ai une compagne, et j'ai une famille incroyable, honnêtement. Ouais. Et ça, c'est important à souligner, parce que pour sortir de cette maladie, c'est tellement difficile qu'il faut aller chercher partout où on peut trouver de l'aide. Il faut pas être seul, en fait. Il faut jamais être seul. Il y en a qui disent que c'est la maladie des émotions, mais la maladie de la solitude aussi. La maladie du lien, ouais. Et en fait, moi, la clé de ma sobriété, alors aujourd'hui, je suis sobre pour moi et moi seul. Alors là, c'est ça que je voulais te demander en dernière question, tu vois. Parce que on a l'impression quand même tout le long que tu veux être quelqu'un
pour les autres. Que ce soit quand tu bois ou quand tu bois pas. Hein. Que tout ce que tu le fais pour pas faire de mal aux autres, pour pas faire de peine aux autres. C'est même pas pour plaire aux autres, hein, c'est vraiment pour pas déranger. Ouais, pour rentrer dans le moule, qu'on me remarque pas trop, mais qu'on me voit quand même. Je sois pas un poids, parce que... Et moi, à chaque fois, j'ai eu de cesse que de penser à ta sœur comme si le poids, il était déjà là et que toi, tu voulais être légère pour les autres, quoi. Ouais. Moi, je veux pas faire de... En fait, je veux réussir, je veux que ça fonctionne sans qu'on me remarque, quoi. Le truc un peu... Et en même temps, ou alors si, mais qu'on me remarque pour ma grande gueule, quoi. Vraiment. C'est quoi la différence, là, aujourd'hui, quand tu me dis, là, aujourd'hui, je sais que j'ai arrêté de boire pour moi? Comment tu le sais? Non, alors j'ai pas arrêté de boire pour moi. J'ai pas arrêté de boire pour moi. Ah, parce que tu viens de me dire ça, non? Non, aujourd'hui, je suis sobre pour moi. Aujourd'hui. Mais par contre, j'ai pas arrêté pour moi. Voilà, c'est pardon. Ah non, vraiment. Tu es sobre aujourd'hui pour toi. Comment tu le sais? J'ai pas arrêté pour moi. J'ai arrêté parce que j'avais très peur de perdre Ali. J'ai arrêté pour montrer que j'en étais capable pour les autres. Enfin, j'ai arrêté pour les autres. J'ai arrêté pour justement arrêter de causer du souci. Au début, j'y trouvais pas mon compte. Enfin, franchement, j'ai arrêté de boire, j'étais fatiguée, j'ai eu le manque, je suis encore sous traitement. Enfin, T'as pas grossi? Parce que moi, j'ai grossi, j'ai compensé par du sucre, du bonbon à fond, quoi. Non. Alors, non, j'ai plutôt... Mais en même temps, j'ai fait tellement de sport à haute dose derrière que... Non, j'ai plutôt un peu minci. La boxe, donc, hein? Ouais, la boxe. Et t'as pas repris du tout l'équitation? Non, mais ça aujourd'hui c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je pense que c'est un bon équilibre. Bah oui. C'était ton premier anxiolytique. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est important que tu retournes. C'est une activité plutôt saine. Ouais. C'est une activité... Ça te faisait tellement de bien, surtout. Ah oui, ça me faisait beaucoup de bien. Complètement. Mais donc oui, j'ai beaucoup arrêté pour les autres. Moi, je voyais pas l'intérêt en fait, parce que honnêtement, vu l'état de fatigue intense dans lequel ça me mettait, mais parce qu'en fait c'est ça, être malade alcoolique, c'est pas comme si je m'étais réveillée un bon matin en me disant j'arrête de boire, quoi. Non, c'est qu'en fait il a quand même fallu se battre contre moi-même, quoi, contre le monstre un peu dans le cerveau là qui me disait mais on boit, et moi je disais non, on arrête de boire en fait. Et donc au début c'était quand même très 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 compliqué, quoi. Puis j'avais toujours ce resto à faire tourner quand même, accessoirement, avec une tireuse à bière qui était toujours branchée. Donc évidemment qu'au début, je comprenais pas trop pourquoi j'avais arrêté, si ce n'est que c'était pour les autres. Mais en fait, heureusement, aujourd'hui, et je serais pas sobre aujourd'hui si j'avais pas trouvé un intérêt pour moi de boire. On peut pas boire. Oui, de pas boire. Oh là, waouh. De pas boire, bah oui. Enfin, en tout cas, de rester sobre, parce que on peut pas tous les jours arrêter de boire pour quelqu'un. On peut un jour arrêter de boire pour quelqu'un. On peut 2 jours arrêter de boire pour quelqu'un. Mais on peut pas toute la vie. Bah, c'est impossible. Impossible, mais le... Quel est l'intérêt alors aujourd'hui? Bah, de retrouver un peu de valeur, en fait. Rien que ça. À tes yeux? À mes yeux. Et pas aux yeux des autres. Juste de se dire... Parce qu'il y a eu des moments compliqués quand même, hein, dans la sobriété. Il y a eu des moments où j'ai eu terriblement envie de boire et de me dire, mais en fait, pourquoi... En vrai, personne ne verrait là, ce verre-là. Pourquoi est-ce que je le bois pas? Personne ne le saurait, quoi. Et j'en discutais avec mon addictologue, justement, et qui me disait, mais personne à part vous, et vous avez de la valeur, non? Et en fait, c'est ça. Le tout, c'est de savoir... Enfin... Mais surtout, ça relancerait une machine qui fait que ça ne serait pas que ce verre. Indépendamment, dans tous les cas, moi, c'est pas du tout le premier verre qui m'intéresse, hein, c'est la défonce derrière. C'est le 12e, le 15e verre, tous ceux qui suivent. Il y a ce truc de... Aujourd'hui, c'est trop précieux ce que j'ai gagné en étant sobre. Bah déjà, cette lucidité sur des situations, justement... mais on parlait de peur tout à l'heure. Finalement, c'est pas si mal d'avoir un peu peur, parfois. C'est pas si mal, quoi. Elle existe pour quelque chose, la peur. Ouais. Elle te permet de faire des fois des bons choix, par exemple. Exactement, de faire des bons choix. Quand t'as pas peur, en général, tu fais un peu n'importe quoi. De faire des choix en pleine conscience. Danser, par exemple, en étant sobre, mais ce truc-là, quand on y arrive... Ça, je t'envie. Hein. T'y arrives pas? Je cherche même pas. C'est même pas un truc... Moi, j'ai pas continué à faire la fête avec des gens bourrés. C'est pas du tout mon trip. Et c'est vrai que quelque part, je me dis, quand on dit c'est chiant de pas boire, je peux te dire, bah, peut-être qu'en effet, ça n'a plus rien à voir. Oui, parce que moi, ma vie, peut-être peut paraître chiante à plein de gens. Alors que moi, Mais elle est pas chiante pour toi. Bah, peut-être le mot chiant, pourquoi pas, j'en sais rien, c'est pas palpitant, mais c'est tellement une paix, une sérénité, puis beaucoup de moments de joie
que je ne peux attribuer à aucun élément extérieur, quoi. Je peux pas dire je suis heureuse parce que je bois, ou je suis heureuse parce que je vois mes copains, ou je suis heureuse parce qu'on fait la fête. Non, je suis heureuse tout court, quoi. La joie pure, c'est celle qui est juste la tienne. La tienne, qui est subordonnée à rien d'autre, quoi. Et ça, je me dis, ça vaut... Tout à l'heure, tu as très bien dit ça, et je pense qu'on peut quand même terminer là-dessus. C'est vraiment... Je pense que ce qui fait qu'on arrête de boire et qu'on continue à rester sobre, c'est qu'à un moment donné, on gagne plus que ce qu'on a perdu. Ah, mais 1000 fois. Mais 1000 fois, toutes ces premières fois sans alcool, qui sont quand même tout aussi effrayantes que belles. Et en fait, après, on a envie de continuer ça. C'est continuer ces belles premières fois. Ces moments... moi, j'ai beaucoup bu pour être légère, pour me sentir légère, pour avoir légèrement déconnectée, mais être sur ce petit nuage. Et en fait, une fois qu'on fait toutes ces premières fois sobres, finalement, juste de se dire qu'on va les continuer et qu'à chaque fois, on se sent hyper puissante d'y arriver sans rien. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Je peux être fière de toi, en tout cas, je le suis. Et je suis fière de moi aussi. Il y a de quoi être fière aussi, ouais. Soyons fiers. Soyons fiers, ouais. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.